retrouve pour l'update lecture fantasy. Du coup, c'est un peu le bilan du mois de la fantasy. J'ai pas lu que de la fantasy au mois de mai, d'ailleurs je suis grave en retard dans mes updates lecture. Mais donc je vais vous présenter les 5 livres que je vous ai présentés dans la palle. Je dis les 5 parce que je vous ai parlé de Child of Magic dans la vidéo d'avant, donc je l'ai abandonné, mon avis n'a pas changé. Si vous l'avez pas vu et que vous voulez mon avis là-dessus, et ben je vous renvoie à la dernière vidéo que j'ai postée. Et donc il me reste les 5 autres livres que j'avais choisi de lire pour le mois de la fantasy et que j'ai lu. Dans l'eau on a 2 abandons et 3 livres que j'ai bien aimés. Du coup je vais les présenter dans l'ordre chronologique et je m'excuse d'avance, la vidéo risque d'être longue. Voilà, parce que j'ai 5 livres à présenter. Donc je vais essayer de faire court pour chacun des livres, mais je garantis pas d'y arriver. On va commencer par les choses qui fâchent. Voilà, on va commencer par un livre d'un auteur quelqu'un d'apprécié et que moi j'ai abandonné. Voilà, donc c'est Fairy de Raymond Efface. Voilà, je savais en le reprenant qu'il y avait de grandes chances pour que j'aille pas au bout. Et ça n'a pas manqué. Voilà, je l'ai arrêté à la page 66. Voilà, 66, c'est très très bien. En fait, alors... je pense que je suis partie du mauvais pied avec l'auteur et je pense que c'est en partie dû justement à tous ses fans et à tout le monde parce que moi avant de plonger dans ce livre je m'étais préparée à de la bonne grosse fantasy. Je m'étais préparée à un monde un peu complexe, un truc un peu compliqué qui allait me demander de la concentration pour comprendre comment ça se passe, où on est et comment les choses arrivent et se déroulent, et en fait c'est pas du tout ce que j'ai eu. Le livre démarre, on nous présente une jolie petite famille, le papa, la maman, les 2 jumeaux et la grande fille qui n'est la fille que de lui parce que c'est un remariage, enfin, ouais un remariage quoi, et donc ils emménagent dans une maison isolée de tout, près d'une forêt, et on suit leur petite vie quotidienne et normale, et au début je me suis dit mais elle est où la fantaisie, qu'est-ce que c'est que ce délire, ça démarre comme un contemporain. Donc déjà on partait pas bien du tout hein, pour moi, et en fait au final pour moi c'est pas de la fantaisie, c'est du fantastique, et du fantastique raconté de la manière que j'aime pas, parce qu'en fait on va suivre cette famille d'humains normaux hein, a priori, j'ai pas été assez loin mais je pense pas qu'ils aient quelque chose de surnaturel, je pense qu'ils sont juste humains normaux en fait, et ils vont découvrir des faits, des trucs qui se passent bizarres dans la forêt, et moi j'aime pas, voilà, c'est exactement le genre de fantastique que j'aime pas. Déjà pour moi c'est du fantastique, pas de la fantasy, je répète, mais on est dans du fantastique avec des créatures surnaturelles racontées d'un point de vue humain, et moi je ne supporte pas ça, je n'aime pas le genre de fantastique comme ça, qui plus est du coup c'est pas de la fantasy parce qu'on n'est pas plongé dans un monde totalement différent du nôtre, on est dans notre monde à nous en fait. Et voilà, et j'aime pas. En plus de ça, ça m'a totalement perturbée. Déjà parce que moi, avant de démarrer le livre, je m'étais préparée à de la fantasy. Or, je me suis retrouvée dans un contemporain. What the fuck. Et ensuite, donc on est dans un contemporain normal, on a notamment la jeune fille qui est en espèce de rendez-vous avec le jeune garçon qui habite pas très loin de chez eux. Voilà, ils vont faire du cheval, ils se baladent, donc c'est un rendez-vous normal, de personnes normales de ma génération, enfin normal quoi. Et d'un coup, bim bam boum, on a tout un paragraphe qui nous parle de faits, de trucs magiques. Le problème c'est que le temps que je capte que ce dont il est en train de nous parler c'est de la magie et du fantastique, le paragraphe est fini et j'ai pas tout compris. Et j'aime pas, j'ai horreur de devoir relire un paragraphe, moi ça me fatigue en fait. Donc voilà, je peux pas lire ça, je suis désolée, mais pour moi c'est pas de la fantaisie, c'est pas ce que je voulais lire, c'est pas ce que je m'attendais, et même si c'est pas ce à quoi je m'attendais, c'est pas la raison pour laquelle j'ai abandonné, c'est parce que c'est du fantastique raconté d'un point de vue humain, et moi j'aime pas. Donc je lirai autre chose de Raymond Efface, en espérant tomber cette fois-ci sur de la vraie fantaisie, parce que là ça l'a pas fait, et d'ailleurs je voulais vous montrer un truc, donc ça c'est mon marque-page, qui indique que je me suis arrêtée ici, et c'est un livre que j'ai acheté d'occasion, et là on a une espèce de place de cinéma de l'UGC qui est déjà ici. Donc je pense que la personne qui a lu ce livre avant moi l'a abandonné exactement au même endroit. Je vous le montre parce que moi ça me fait sentir moins seule. Hein. Voilà, donc je dirais autre chose du Raymond Efface, mais là je suis pas convaincue du tout. Le deuxième, je vais aller rapidement parce que c'est un tome 7, donc c'est Les Gardiens de l'Éternité de Alexandra Ivy. Voilà, c'est un tome 7, j'adore cette saga, je vais pas résumer le livre et je vais pas redire tout ce qui se passe dans cette saga, mais je voulais juste dire cette fois-ci ce que j'aime dans la saga. En fait, ce que j'aime, c'est que dans chaque tome, on a un vampire ou un loup-garou, ça dépend. Là, c'est un vampire, si je me rappelle bien. Il est super beau, super fort, super vieux, super tout ce que vous voulez, c'est un vampire, enfin bref, il peut te sauver de tout ce que tu veux, il est immortel, enfin bref, tout ça, tout ça. Et il rencontre une jeune femme, a priori il est censé l'aider, il est censé la sauver parce qu'elle est dans une situation totalement merdique et qu'elle a besoin d'aide, sauf que cette jeune femme refuse qu'il l'aide, elle a besoin d'aide, elle est clairement dans la merde dans chaque tome, c'est une femme différente mais elle est clairement dans la merde, mais elle refuse de laisser un vampire et un homme la sauver, elle dit non j'ai pas besoin d'aide, je vais me démerder toute seule. Et du coup, oh bon, au milieu de tout ça, ils sont amoureux, ils se c'est pas drôle, mais en fait, ce que j'aime, c'est que du coup, ça fait qu'on a 2 personnages sur un pied d'égalité.
c'est pas elle refuse ton aide parce qu'elle est plus forte que lui, c'est juste qu'elle refuse son aide parce qu'elle a pas besoin de lui. Elle veut prouver qu'elle a pas besoin de lui. Et du coup, ça fait que dans leur relation, on a, ils sont d'égal à égal. En fait, elle arrive à lui prouver qu'elle n'a pas besoin de lui, et lui, il arrive à lui prouver que, comme elle l'aime, elle a un peu besoin de lui. Vous voyez? Mais du coup, c'est vraiment une relation d'égal à égal, et j'adore ça. Au-delà du fait qu'on a une héroïne un peu badass et un peu forte à chaque fois, on a surtout une pure égalité homme-femme, et c'est juste génial à lire. Ce que j'aime aussi, c'est que même si dans chaque tome on suit un couple différent à chaque fois, les tomes s'imbriquent les uns avec les autres, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un ordre, et si l'auteur les a écrits dans cet ordre-là, c'est qu'il faut les lire dans cet ordre-là. On peut pas les lire un peu n'importe comment, même si les couples sont à peu près indépendants. C'est-à-dire qu'il y a des liens entre les personnages, il y a des personnages qu'on a vus avant qui vont venir les aider, il y en a qui sont frères et sœurs, il y en a qui vont grandir ensemble, il y en a qui... Enfin, ils sont totalement imbriqués les uns avec les autres, ce qui fait que même si, a priori, ce sont des tomes indépendants et des couples indépendants, en fait, c'est pas tout à fait le cas. Et du coup, ça donne une espèce de cohésion à la saga. Et l'univers est quand même bien développé. Et c'est vraiment cool. Bref, j'adore cette saga. J'ai pas encore lu le tome 8 au moment où je commence les vidéos. Mais au moment où vous la voyez, je suis tellement en retard que je l'aurai déjà lu. Donc je vous en parle très bien. Ah, et j'écoute toujours Shadow de Osmond quand je lis cette saga. D'ailleurs, je me suis rendu compte que c'était la version acoustique. Mais c'est pas grave, j'adore cette chanson. Le prochain, c'est Chronique du monde émergé, le tome 1, Nihal de la Terre du Vent. En fait, c'est écrit derrière dans la page, je l'avais pas dit, mais c'est écrit derrière, je suis débile. Donc, de Initia 3i. Celui-ci, je le développe pas parce que, entre temps, j'ai acheté les tomes 2 et 3 que je compte lire, un au mois de juin, un au mois de juillet. Et donc, je vais faire une saga complète, une vidéo complète sur la saga. Donc, je vais pas développer ici, j'ai juste adoré. C'est pour ça que j'ai acheté les tomes 2 et 3, sinon, je n'aurais pas acheté les tomes 2 et 3, hein, évidemment. Mais voilà, c'était génial et je vous en parle dans la vidéo complète sur la saga qui sortira normalement courant août. Le suivant, Captive, enfin, je crois que c'est Les Nuits de Sherazade, le tome 1 Captive, ou Captive, le tome 1 Les Nuits de Sherazade, j'en sais rien, de René Adier, ça a été un échec total. Je vais dire la musique dès maintenant, parce que je lirai pas la suite, de toute façon c'est pas sorti en France, mais bref, j'avais écouté Jump de Julia Michaels, que j'aime beaucoup comme chanteuse, bref, comme d'hab, il y a un son en barre d'infos, donc je l'ai abandonné à la page 133, parce que je comprends pas, en fait, je comprends pas les personnages dans ce livre, moi ils font des trucs que je trouve pas correct, je trouve pas de cohérence, ça me perturbe et je n'arrive pas à adhérer à l'histoire en fait. Donc on va suivre Sherazade qui se porte volontaire pour se marier en fait et passer la nuit avec le calife, en sachant qu'elle risque de se faire buter à l'aube parce que donc c'est une espèce de réécriture des mille et une nuits, et donc en fait chaque jour le calife épouse une femme et puis à l'aube il la tue. Voilà, c'est trop sympathique. Et donc, parmi toutes les femmes qu'il a tuées, il y a la meilleure amie de Scheherazade. Et donc, elle se porte volontaire pour y aller dans l'espoir de survivre à la nuit, déjà, et de pouvoir ensuite le tuer, lui, pour se venger. Et en fait, alors je me suis déjà rendu compte que de base, le fait qu'un homme qui tue des femmes tous les jours en épargne une juste parce qu'il lui raconte une jolie histoire, ça me paraît extrêmement chelou en fait. J'ai pas lu les Mille et une nuits et les contes originales et tout, mais franchement, dans ma tête, je vois pas comment on arrive à... Comment ça peut être crédible, et là en fait c'est pas du tout, mais alors pas du tout crédible pour moi. J'ai vu des gens qui disaient que c'était génial, que c'était un page turner, qu'ils n'arrivaient pas à s'en séparer, mais moi je comprends pas pourquoi les personnages agissent comme ça. Donc je vais essayer de m'expliquer, hein. D'un côté, on a un homme qui épouse des femmes tous les jours et qui les tue à l'aube. Dans la préface, le prologue, je sais plus comment c'est appelé, on a une espèce d'explication sur pourquoi il fait ça, mais j'avoue que j'ai pas tout bien compris. Donc bref, il épouse une femme tous les jours, tous les soirs, il ne passe pas la nuit avec elle, et le matin, il la tue. Voilà. Bon, il a un comportement bizarre, mais enfin, c'est pas le plus bizarre dans ce livre. Et de l'autre côté, on a une jeune fille qui se porte volontaire pour épouser cet homme dans le but de le tuer. Jusque-là, ça va à peu près, je comprends à peu près leur délire. Sauf que l'homme en question est perturbé, enfin, ça lui paraît bizarre qu'une femme se porte volontaire. Du coup, il débarque dans sa chambre et il discute avec elle. Il la viole, puis il la laisse lui raconter une histoire. Au matin, il l'épargne, et puis voilà. Ou je dis au matin, il l'épargne parce qu'on se doute bien qu'il va l'épargner, sinon il n'y a pas d'histoire. Hein. Donc, c'est pas vraiment un spoil. Donc, déjà, j'ai pas compris pourquoi il la viole, j'ai pas compris le délire. Que elle se laisse violer, c'est pas ça qui me dérange en fait, parce que j'arrive à comprendre qu'elle est prête à faire ce sacrifice-là et à le laisser faire ça, déjà parce qu'elle pense qu'il le fait avec tous les autres, et ensuite parce que elle a besoin de survivre et elle se dit que si elle le laisse faire, elle aura plus de chances de le convaincre de l'épargner et donc elle pourra plus facilement le tuer. Il reste en vie, c'est logique.
Sauf qu'à un moment donné, ça devient extrêmement pervers, selon moi. En fait, on a d'un côté cet homme qui, du jour au lendemain, est prêt à tout pour la protéger, il veut la protéger, il veut que personne ne lui fasse de mal, il lui dit qu'il est là pour elle, et blablabla, tout en continuant à la violer toutes les nuits, hein, parce qu'il se rend bien compte qu'elle n'est pas tout à fait d'accord, hein, qu'il me prenne pas pour une conne. Et de l'autre côté, on a cette femme qui est prête à tout pour se venger, prête à laisser un homme la violer nuit après nuit, et qui va petit à petit tomber amoureuse de lui, petit à petit se dire qu'il est peut-être sympathique, il est peut-être gentil. Et là, moi, je peux pas. Alors, soit ça se rapproche très fortement d'une dark romance, mais c'est pas du tout crédible selon moi, soit les personnages sont juste complètement psychopathes. Moi, je comprends pas comment un homme qui viole une femme nuit après nuit peut faire tout pour la protéger dans le même temps, et comment une femme qui est là pour se venger et qui laisse un homme la violer peut tomber amoureuse de lui. Moi, je comprends pas. Je comprends pas. C'est peut-être un concept de la dark romance, j'en sais rien. Mais moi, je comprends pas. Je peux pas. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, je suis en train de lire un truc qui me semble absolument pas crédible. Les personnages, en fait, j'ai l'impression de lire un truc où on tire au sort ce qu'ils font tous les jours, et du coup ça donne un truc totalement pas cohérent, évidemment. Ah bah c'est tout à fait ça, voilà, c'est totalement pas cohérent ce qui se passe dans ce livre. Moi je ne comprends pas, je comprends pas, donc je me suis dit, ça sert à rien d'insister, de toute façon la suite est pas sortie en français, donc je vois pas l'intérêt d'insister en fait. Voilà, j'avais espoir de passer un bon moment, clairement ça n'a pas été le cas, parce que clairement les personnages font des trucs bizarres. D'ailleurs au moment d'abandonner ce livre, j'avais envoyé un message à Cédric, je lui ai dit à peu près ce que je vous ai dit là, et il m'a dit bah non, moi je suis d'accord avec toi, ça me semble pas logique. Donc je me suis sentie encore une fois un peu moins seule, et voilà. Je comprends pas pourquoi, enfin, en fait, je comprends pas qu'on puisse aimer ce livre parce que pour moi c'est pas logique. Bref, j'arrête de blablater, on passe au dernier. Et donc le dernier, et pas des moindres, le Hobbit de Tolkien. Donc j'ai mis 19 jours à lire ce livre. En fait, je me suis lancé le challenge de lire un chapitre par jour au mois de mai. En fait, donc du coup, du 1er au 19, bah, j'ai lu un peu par jour parce qu'il y a 19 chapitres. Vous l'aurez compris. Voilà, je me suis dit que ça... En fait, faire comme ça ne me bloquait pas dans mes lectures. Ça me permettait d'avancer dans les autres livres que je lisais. Et en même temps, ça me permettait d'avancer dans celui-là aussi. Et ça me faisait un petit challenge quotidien. Il y a des jours où j'aurais eu envie de lire un peu plus. Encore que les livres de Tolkien ne sont pas bourrés d'action et de suspense, donc j'arrivais facilement à m'arrêter en fait. Et il y a d'autres jours où j'ai eu un peu de mal à arriver au bout du chapitre parce que j'avais envie de lire autre chose et que le chapitre était un peu long. Mais j'ai quand même réussi. Et donc je l'ai lu. Pour rappel, j'ai lu 2 tomes et demi du Seigneur des Anneaux parce que j'ai abonné le tome 3, je n'en pouvais plus. Et au cours de la lecture, j'ai un peu hésité. En fait, comme la lecture a été facile et que j'ai passé un bon moment avec le Hobbit, je me suis posé la question de est-ce que je relirais pas le tome 3 du coup du Seigneur des Anneaux. Et en fait non, parce que ce que j'aime dans le Hobbit c'est justement la différence qu'il y a avec le Seigneur des Anneaux. Le Hobbit a été écrit pour la jeunesse alors que le Seigneur des Anneaux est clairement une fantaisie adulte. Ce qui fait qu'en gros, le Hobbit c'est écrit de la même manière que le Seigneur des Anneaux, mais avec beaucoup moins de descriptions. Alors j'ai rien contre les descriptions de fantasy, et je sais bien que pour construire un monde de fantasy, il faut nous décrire les personnages, les villes, les paysages, et comment ça se passe, et les coutumes, et tout. Mais Tolkien a fait beaucoup de descriptions. Le Seigneur des Anneaux est extrêmement descriptif, extrêmement contemplatif, extrêmement lourd. Et franchement, au bout d'un moment, je n'en pouvais plus. En fait, pour moi, la balance entre l'action et la description dans Le Seigneur des Anneaux est clairement pas cool, en fait. Or, dans Le Hobbit, c'est un peu mieux. Alors, enfin, je vais pas vraiment résumer le livre pour ceux qui ont vu le film, notamment le premier film, évidemment. C'est l'histoire, en fait. Voilà, on a Gandalf, puis les 13 nains qui débarquent chez Bilbo, qui lui disent on a un petit problème avec le dragon, là, il a pris possession de notre château dans la pierre, et on a besoin de récupérer notre trésor, on a un bar qui soit là-bas. Viens nous aider, on t'embarque, tu vas nous aider à le dégager de là, en gros. Bon, je vois pas en quoi un petit hobbit peut aider, mais bon, bref, il l'embarque là-dedans. Et donc, on va suivre leur voyage de l'endroit où vit Bilbo jusqu'à la ville sous la montagne, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, là où est Smaug, le dragon. Donc, et donc, au cours du voyage, ils vont rencontrer des gobelins, ils vont rencontrer des aigles, ils vont rencontrer des elfes et tout un tas de personnages et d'aventures. Il y a notamment le passage dans la forêt. Et d'ailleurs, il y a une scène qui est présente dans le film et qui m'a marqué. Et du coup, quand je l'ai lu dans le livre, j'avais les images en tête. En fait, c'est la scène où ils sont depuis des jours et des jours et des jours dans la forêt, ils savent pas s'il fait nuit, s'il fait jour, ils sont ras-le-bol d'être là-dedans et de rien voir, en plus ils mangent rien, c'est une catastrophe, et donc ils demandent au plus léger, c'est-à-dire à Bilbo, de grimper à un arbre et de regarder en gros ce qu'il y a au-delà et s'il voit quelque chose. Et donc dans le film on a cette scène où Bilbo sort sa tête de la forêt en fait et qu'il y voit au-delà des arbres, il est au-dessus des arbres et il voit une espèce d'océan de forêt parce qu'il n'y a rien alentour en fait. Voilà, cette scène nous avait marqué dans le film et du coup elle est présente dans le livre, elle est extrêmement elle est décrite
Et voilà, c'était très cool. Je dirais que globalement, le film est assez bien adapté. Après, je l'ai pas vu beaucoup de fois, donc je suis pas certaine de ce que j'avance, mais bref. Voilà, j'ai bien aimé, franchement, j'ai passé un bon moment. J'ai qu'une seule grosse critique à faire à ce livre et à l'auteur, c'est qu'il n'y a absolument aucun personnage féminin. Alors oui, je sais, c'est de la fantasy, et oui, en général, en fantasy, on a des héros et pas des héroïnes, et on a des personnages féminins extrêmement pâles, extrêmement pas utiles dans le livre, mais là, il n'y en a absolument aucun. Au-delà du fait qu'on suit 13 nains, hommes, Gandalf et Bilbo, autour d'eux, on va rencontrer tout un tas de personnages de différentes races, on va traverser plusieurs villages, et pas une seule fois, on a un personnage féminin, ne serait-ce qu'est cité en fait. Oui, personne. On nous parle des mecs, on nous parle du chef, on nous parle des gens qui se battent, on nous parle de tout un tas de trucs, de la vie organisée dans les différentes cités qu'ils vont traverser, mais pas une seule fois on a une femme. Alors je veux bien que ce livre ait été écrit à une époque où les femmes étaient beaucoup moins importantes que les hommes, et je veux bien qu'on soit dans un monde de fantasy où les femmes n'ont pas d'importance. Seulement, à un moment donné, pour construire un village, il faut quand même des femmes. Quand je veux dire, c'est pas possible, sinon comment vous faites des bébés? Je veux dire, c'est pas possible. Donc, ne serait-ce que la femme du chef, enfin j'en sais rien, mais au moins une femme. Un tout petit personnage féminin, et c'est pas le cas. Le seul moment où on nous parle des femmes, c'est il y a une espèce de feu qui est déclenché, je vais pas vous spoiler, et il faut partir vite, il faut vite mettre tout le monde en sécurité, et là, bim bam boum, on met les femmes et les enfants dans les bateaux pour qu'ils s'échappent. C'est le seul moment où on nous parle des femmes, et moi ça m'a dérangé en fait. En fait, ce qui me dérange, c'est au-delà du fait que je suis féministe, ce qui me dérange, c'est qu'on ne peut pas construire un village sans femmes, donc je ne vois pas pourquoi on ne nous en parle pas. Bref, je vais pas m'énerver là-dessus, c'est quand même une très belle histoire et c'est quand même un très bon livre, et je suis contente de l'avoir lu, avec une femme ou deux ça aurait été mieux. Voilà, mon œuvre d'écriture est terminée. Normalement, j'ai réussi à faire à peu près court, en tout cas, j'ai essayé. Hein. Je suis désolée si vous avez trouvé ça long. Je pense qu'à l'heure où je poste cette vidéo, la majorité des gens qui auront participé au challenge auront déjà publié ou posté un truc, un bilan, un machin, un truc, donc j'aurais déjà vu ça passer. Mais si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire et j'irai voir ça, en fait, parce que ça peut me donner des idées. Pour l'année prochaine, je pense et j'espère que Piketty réorganisera ça l'année prochaine. Je m'arrête là, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt!